Parler de la plus-value, là, beaucoup parlent d'investissement patrimonial. Je suis pas très à l'aise avec cette notion. Beaucoup parlent du fait que, soi-disant, parce que c'est beau ou que c'est dans une grande ville, ça va pas perdre de valeur et ça va même en prendre. La réalité, c'est qu'on peut pas prédire l'avenir, ni à 5 ans, ni à 10 ans, ni à 15 ans. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, j'ai pris ici un exemple avec deux images. Donc, l'évolution du prix au mètre carré de l'immobilier à Paris et l'évolution du prix de l'immobilier à Saint-Omer. Saint-Omer, c'est une petite ville de 12 000 habitants dans les Hauts-de-France. Donc 12 000 habitants, 2 millions d'habitants. Croyez-moi que là, il y a des immeubles haussmanniens et à Saint-Omer, c'est pas le cas. Et pourtant, on voit qu'à Saint-Omer, sur 5 ans, ça a pris plus 42%, alors qu'on était en période de crise, ces 2-3 dernières années, alors qu'à Paris, sur 5 ans, ça a perdu 11%. Alors évidemment, certains vont me dire, non, mais il faut regarder sur 20 ans, sur 50 ans, sur 100 ans. Peut-être, ça n'empêche que on peut pas prédire l'avenir. C'est la seule chose qu'on peut dire à cette heure-ci. Et investir des centaines de milliers d'euros sur un hasard, de se dire dans 20 ans, dans 50 ans, ça vaudra autant. Chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mon avis là-dessus, justement, c'est que quand on achète de l'investissement immobilier, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, on ne parle pas de résidence principale ou résidence secondaire, on parle bien d'investissement. En réalité, le prix d'achat et de revente, très souvent, il est déterminé par la rentabilité du produit. C'est-à-dire que si vous achetez un bien qui rapporte 10% de rendement, donc par exemple un bien que vous achetez 300 000 euros, qui rapporte 30 000 euros de revenus locatifs par an, vos revenus locatifs ne vont faire. Donc déjà, il est très intéressant puisqu'il a 10% de rendement, il est dans un secteur où la tension locative est très bonne. Ça, c'est une chose qu'il faut vérifier, évidemment. Mais dans X années, votre bien qui rapportait 30 000 euros de revenus locatifs rapportera 35 000 euros de revenus locatifs ou plus. Évidemment, les loyers ne font qu'évoluer positivement et même en cas de crise, c'est même d'autant plus fort puisqu'ils sont indexés sur l'inflation. Donc en cas de crise, l'inflation est plus forte, les loyers sont plus élevés et donc si vous avez 35 000 euros de revenus locatifs, je vous garantis que sur cette zone où la tension locative est bonne, vous pourrez revendre votre bien à 350 000 euros puisque vous proposerez un bien à 10% de rendement dans un secteur où la tension locative est bonne. Donc globalement, vous aurez fait une plus-value de 50 000 euros et vous en êtes presque garanti, peu importe l'évolution sur le secteur, l'important étant la rentabilité du produit, la tension locative. Donc c'est vraiment ça qui va déterminer votre prix d'achat, votre prix de revente sur un bien d'investissement. Et la deuxième chose également, c'est que, à mon sens, encore une fois, c'est mon avis, de l'immobilier, il y a une valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'il y a des murs, il y a un toit, et il y a des personnes qui doivent être logées. Donc évidemment, il faut vérifier toujours cette notion de demande locative, mais c'est une valeur intrinsèque. Est-ce que cette valeur, elle vaut, selon vous, 10 000 euros au mètre carré ou elle vaut 1 500 euros au mètre carré? Quand on voit que plus de 90% des villes en France ont un prix au mètre carré entre 1 000 et 2 000 euros du mètre carré, on se dit que c'est plutôt Paris et les grandes villes qui sont des anomalies à avoir des prix aussi élevés et que finalement, si les prix sont aussi élevés, c'est qu'il y a eu de la spéculation et que ce n'est plus une valeur intrinsèque, mais bien la spéculation qui a déterminé le prix. Et c'est pour ça qu'on voit en cas de crise que forcément, il y a moins d'engouement et c'est comme ça qu'on voit qu'à Paris, en cas de crise, on a perdu 11% sur 5 ans. C'est typiquement le genre de choses qu'on voit quand les prix au mètre carré sont très élevés. Donc, cet investissement patrimonial, à mon sens, faut faire vraiment très attention là-dessus. Et dans tous les cas, factuellement, parce que là, on a parlé de mon avis, mais factuellement, si c'est le locataire qui finance votre bien, peu importe la plus-value, dans tous les cas, vous créez du capital. C'est-à-dire que votre bien, pour reprendre le bien de 300 000 euros, vous avez mis 30 000 euros d'apport, admettons 30 000 euros d'apport. Donc, il a été financé à 270 000 euros par la banque. Admettons qu'il fasse 30% de moins-value, ce qui serait énorme. Et franchement, il y aurait le feu dans les rues si c'était le cas. Donc, admettons 30% de moins-value. Dans ce cas-là, votre bien de 300 000 euros ne vaut plus que 210 000 euros. Vous avez mis 30 000 euros d'apport. Donc, en fait, toute la différence entre vos 30 000 euros d'apport et les 210 000 euros que vous récupérez en cas de moins-value, les 300 000 euros s'il n'y a pas eu de plus ou moins-value, globalement, c'est le locataire qui l'a remboursé par le remboursement de son loyer, enfin le paiement de son loyer qui va couvrir votre charge d'emprunt. Donc, dans tous les cas, la plus-value, factuellement, si c'est le loyer qui couvre l'emprunt, vous n'avez pas à vous en soucier, vous créez du capital. Et ça, c'est justement grâce à l'effet de levier. Et c'est le deuxième point, le capital immobilier. Donc, en fait, globalement, le capital immobilier, quand vous remboursez un crédit, il y a trois choses qui vont composer un crédit. Il y a l'assurance,
les intérêts. Donc ça, c'est deux points qui vont être de la perte sèche. Et le capital. Le capital, c'est tout simplement la valeur qui a été prêtée par la banque et qui correspond à la valeur du bien. Et donc ça, quand vous le remboursez, en réalité, c'est comme si ça passait de votre poche droite à votre poche gauche. Parce que vous remboursez le bien, mais vous récupérez cette valeur de capital. Alors, qu'on s'entende, c'est sous forme immobilière, hein, c'est pas liquide, mais sous forme immobilière, vous vous êtes enrichi de la valeur du capital. Parce que vous l'avez remboursé à la banque, vous le récupérez dans votre poche, et en réalité, si c'est couvert par les loyers, ben, c'est pas vous qui l'avez remboursé à la banque, c'est bien l'argent des loyers, donc c'est les locataires, si on peut vulgariser, qui couvrent cet emprunt. Donc c'est ce que je vous ai mis ici, globalement. Si les loyers couvrent une partie de la valeur du capital, on peut vulgariser en disant que ce sont vos locataires qui financent votre bien. Donc là, vous avez typiquement un tableau d'amortissement, on ne va pas s'arrêter vraiment là-dessus, mais quand on voit qu'on emprunte 142 000 euros sur 15 ans, on voit qu'au bout de l'année 15, le capital correspond exactement à la valeur empruntée. C'est vraiment la valeur du bien. Ensuite de ça, les intérêts, ça c'est une charge. Bon, on ne voit pas l'assurance ici, mais ici on voit la charge. L'objectif étant évidemment que les loyers perçus couvrent ces deux postes de coût. Et le troisième point, c'est le cash flow positif. Alors, c'est justement celui-là, si vous avez bien suivi, qui va être au cœur de tout, puisque c'est lui qui va permettre le capital immobilier, qui est vraiment le point le plus important, puisque c'est là que l'emprunt va être couvert par les lois. Donc, le cash flow positif, ici, on voit un graphique, on va s'attarder un peu là-dessus, parce que justement, il a son importance, le calcul du cash flow. Quand vous analysez un bien, il est important d'analyser ça. Pas que, il y a d'autres éléments, mais il faut évidemment analyser ça pour voir la rentabilité réelle du bien. Et on va voir justement comment on peut amoindrir chaque poste de charge pour maximiser le cash flow, évidemment, et donc l'enrichissement via l'investissement. Donc tout d'abord, vous voyez ici, c'est le loyer annuel hors charge. Ici, on est sur un flux de trésorerie annuel, hein, tout est annualisé. Le loyer annuel hors charge, c'est ce qui va rentrer directement dans votre poche. Globalement, c'est le plus important. La provision sur charge qu'on voit juste à côté, qui est assez faible, hein, qui est en bleu également, ça rentre dans votre poche, mais ça ressort en face pour le paiement des charges. Donc finalement, c'est pas du gain. Et ça peut même constituer de la perte dans le sens où le locataire, lui, ce qu'il va payer, c'est à la fois le loyer en charge et les provisions sur charge. Et donc, ce qui va l'intéresser, c'est ce qu'il va payer en totalité. Et donc, forcément, plus vous avez de provisions, moins vous avez de loyer en charge, en général. L'important étant que vos provisions sur charge correspondent à vos charges réelles et pas que vos charges réelles soient supérieures à vos provisions. Et c'est là, justement, tout à l'heure, je parlais d'immeuble de rapport parce que c'est ici qu'on voit la différence. Dans le cas où on est sur un appartement au sein d'une copropriété, si demain j'achète un appartement au sein d'une copropriété, en réalité, les charges seront plus élevées que les provisions sur charge. Tout simplement parce qu'on ne peut pas réimpacter 100% des charges de copropriété et des frais de syndic au locataire. Et donc, ça amoindrit directement la rentabilité du produit. Donc ici, sur cet exemple, on est justement sur un immeuble de rapport. C'est pour ça qu'on voit que les provisions sur charge et les charges sont très faibles parce qu'il n'y a pas de frais de syndic, il n'y a pas de charge de copropriété. Et pour cette même raison, elles sont équilibrées. Elles se valent. Ensuite de ça, vous voyez assurance de l'emprunt. Donc assurance de l'emprunt, ici, c'est relativement faible encore. Par contre, intérêt de l'emprunt, vous voyez que sur toutes les charges qui sont en rouge, ça va être le facteur principal. Donc, c'est quand même un point important. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de négociations avec la banque sur les taux d'intérêt, sur la durée d'emprunt, etc., puisque ça va avoir un impact considérable pour amoindrir vos revenus locatifs et donc votre rentabilité. Ensuite de ça, vous avez l'agence de gestion. Alors ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous investissez à côté de chez vous et vous faites vous-même la gestion? Alors déjà, ça va vous demander un peu de charge mentale et de temps. Ou alors, est-ce que vous investissez un peu plus loin et vous prenez une agence de gestion? Ça, c'est à vous de voir, évidemment. Par expérience, pour être tout à fait transparent, en général, on est gagnant à investir plus loin de chez soi et prendre une agence de gestion parce qu'on peut avoir des rentabilités plus élevé, donc plus de revenus locatifs pour un même coût d'investissement, tout en ayant des frais d'agence qui sont quand même relativement raisonnables. Et donc, en général, on est plutôt gagnant à avoir 10% à l'autre bout de la France, 10% de rendement brut à l'autre bout de la France, plutôt qu'avoir 7% à côté de chez soi. Ensuite de ça, l'épargne de sécurité, ça c'est également trop souvent oublié, faut pas le minimiser.
il est possible que dans 1 an ou 2 ou 3, vous fassiez un coup de peinture, vous changiez un chauffe-eau. Ça peut arriver, il faut le prévoir. Il faut vraiment le mettre dans vos paramètres de calcul, parce que sinon, directement, ce sera votre cash flow et votre trésorerie qui en pâtira. Et si vous ne l'avez pas prévu dans vos calculs, ça peut faire mal, évidemment. Donc, je préconise de prévoir entre 5 et 10% globalement de vos revenus locatifs que vous allez mettre en enveloppe épargne, que vous n'allez pas forcément dépenser tous les ans, mais peut-être que dans 10 ans, toute cette somme partira pour une réfection de toiture ou quelque chose comme ça. Donc, il vaut mieux prévoir. Ensuite de ça, la taxe foncière. Alors, la taxe foncière, ici, elle n'est pas très élevée non plus. On est sur un immeuble de 3 lots, pour que vous sachiez ici, avec un local commercial au rez-de-chaussée et 2 T4, un au premier, un au deuxième. D'ailleurs, on verra la composition du bien juste après. Et la taxe foncière, elle est très peu élevée, tout simplement parce que on peut amoindrir ce poste de coût. Et là, c'est grâce au local commercial. En fait, quand on loue un local commercial, c'est le locataire qui va prendre en charge la taxe foncière. Donc ici, on est sur un immeuble, donc il va prendre au prorata de la surface, mais ça permet de réduire drastiquement cette charge qui peut être quand même assez considérable. Et comme vous me l'avez dit tout à l'heure, la taxe foncière augmente pas mal ces dernières années. Donc déjà, il faut prévoir également l'évolution de ces charges. Donc certaines charges vont évoluer dans le temps, d'autres non. Typiquement, l'emprunt, lui, n'évolue pas. On a des taux fixes en France, et tant mieux. Par contre, certaines charges peuvent être amenées à évoluer. Ensuite de ça, on a le comptable. Évidemment, il faut prévoir des frais de comptabilité, notamment si vous faites un investissement en société. On a la CRL. Alors, la CRL, c'est une taxe. Il faut vous renseigner également en nom propre ou en société. On peut avoir des taxes différentes. Ici, si la contribution sur les revenus locatifs, ça représente 2,5% des loyers perçus. Il faut le prévoir également. Ensuite, on a l'assurance garantie loyer impayé. Je vous préconise vivement de toujours vous couvrir contre les impayés. C'est très important et ce, peu importe où vous investissez. Ça peut être dans une petite ville, dans une grande ville, peu importe vraiment. Et même dans les bons quartiers ou quoi que ce soit, il faut toujours se couvrir. Vraiment. Là, pareil, il y a des moyens de payer un peu moins cher. En fait, au moment où vous allez renouveler, vous allez faire entrer un locataire et donc rédiger un bail, vous pouvez prendre des types de garanties gratuites, comme Visal, comme des garants physiques, comme d'autres types de garanties qui sont payées directement par le locataire. Enfin voilà, il existe différentes solutions. En revanche, quand il y a déjà un locataire et que le bail est déjà fait, il existe quelques assurances garanties loyer impayé qui vous permettent de souscrire à ce moment-là. Il n'est pas trop tard, mais par contre, celles-ci seront payées. Donc, il faut le prévoir aussi. Pas d'impôt les premières années. Ça va dépendre évidemment de votre montage. Il faut y réfléchir vraiment. Il faut vraiment se poser là-dessus. Et ça demande parfois de consulter des experts parce que faire une acquisition en nom propre ou en société, à l'IS, ça peut avoir un impact quand même considérable. Et c'est ce qui fait qu'une très bonne opportunité peut être un gouffre financier si on ne s'est pas renseigné. C'est vraiment le poste qui est vraiment très important. Et il faut le voir en amont de l'acquisition. Est-ce qu'on va faire du nu, du meublé? Est-ce qu'on va acquérir en nom propre en société? Acheter en nom propre ou en société, ça ne change pas après. Soit on achète en nom propre, soit on achète en société. Et ensuite, il nous reste les deux derniers postes, alors qu'ils ne sont pas justement en rouge, donc qui ne sont pas une charge. Ici, c'est ce dont je parlais sur la slide d'avant, c'est le capital immobilier. Vous voyez, emprunt hors intérêt. Donc, c'est vraiment la partie de l'emprunt qui va être hors intérêt qu'on voyait juste ici et hors assurance qu'on voyait là. Donc, c'est ce qui correspond au capital, à la valeur du bien qui a été prêté par la banque. Donc, cette année-là, je me suis enrichi de 9 200 € globalement en immobilier. C'est important. C'est pas une charge. Certes, ça va pas aller dans la partie liquide, mais dans la partie immobilière, je me suis enrichi de 9 200 €. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et une fois qu'on a payé toutes ces charges, il nous reste justement le cash flow positif. Donc ça, c'est ce qui va aller sur ma trésorerie et tous les ans qui va se cumuler. Et à la fin, on a vu donc les 3 postes qui peuvent nous enrichir en immobilier. La plus-value, mais on n'a pas de boule de cristal. Par contre, les 2 autres postes peuvent se calculer immédiatement. Comme vous le voyez, avant même l'acquisition du bien, on peut déjà tabler sur un cash flow, sur une création de trésorerie et sur une création de capital immobilier dès l'instant T. Donc ça, c'est très important de le faire. C'est ce qui va vous permettre de voir un petit peu la rentabilité du projet et l'intérêt du projet. Si vous êtes en négatif, ça va être beaucoup plus compliqué.
Alors, l'important étant, évidemment, que le cumul des deux reste à minima en positif. Si les deux cumulés, ça fait négatif, c'est que vous êtes directement sur une opportunité qui n'est pas rentable. Globalement, c'est quand on a des rendements en dessous de 3-4%. C'est ce qu'on voit à Paris en général. Voilà. Là, vraiment, on s'appauvrit dans le temps parce que vous allez participer vous-même au charge. Ouais. Question d'Olivier, comment être à l'équilibre entre les provisions et les charges locatives? Alors, comment être à l'équilibre? C'est une très bonne question. Donc, justement, entre les provisions et les charges, ça, c'est possible réellement quand on est en monopropriété. Soit quand on est en monopropriété, soit quand on est en copro bénévole. Il existe des petites copropriétés où il y a des appartements, copropriété bénévole. Souvent, il n'y a pas de frais de syndic, pas de charges outre. Et donc, les provisions sur charge vont correspondre exactement à ce qui est consommé par le locataire. Donc pour l'électricité, pour l'eau et en monopropriété. Donc là, on est sur un immeuble globalement. Donc c'est 600 euros par an qui est provisionné. Globalement, ici, c'est juste pour le ménage des communs, l'entretien des communs. Donc c'est tout. Vous n'avez pas plus de charges en tant que propriétaire. Parfois, vous avez l'eau quand c'est compteur commun, mais pareil, vous pouvez le provisionner sur les locataires. Et donc, les provisions sur charge correspondent exactement aux charges. Donc, la monopropriété de manière générale. Ça correspond aussi à la deuxième question qui était ensuite la création d'une copropriété doit être obligatoire. C'est ma question. Donc il faut comprendre ça dans les charges. Alors, si vous êtes monopropriétaire de l'immeuble, c'est pas parce qu'il y a 3 lots qu'il faut créer une copropriété. Si vous êtes le seul propriétaire, il n'y a pas besoin de créer une copropriété puisque vous êtes le seul propriétaire. En effet, si vous êtes propriétaire d'un lot au sein d'une copropriété, enfin d'un immeuble contenant plusieurs lots, là, il faudra prévoir en effet la création d'une copropriété, mais bien souvent, elle est déjà existante au moment de la vente. Vous aviez une question également, ouais, vous ne prévoyez pas des non-occupations de la vacance locative? Ben justement, on va le voir après. Ouais, on va le voir justement après. C'est une très bonne question. Et ça va aller avec l'analyse du secteur, justement, et savoir comment se positionner sur le secteur. Question de Tiffany. Quelle est la différence entre acheter en nom propre et en société et quel est le mieux pour le futur investisseur? Alors, c'est une très bonne question et qui, pour le coup, mérite une plus grande réflexion que ce que je pourrais vous apporter aujourd'hui. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de réponse systématique. Ça va vraiment dépendre de l'investisseur et de l'investissement, du projet d'investissement. Il y a des statuts dont on parle plus que d'autres. Alors, important, je ne suis pas fiscaliste, mais j'ai quand même quelques notions. Il y a des statuts dont on parle plus que d'autres, typiquement le statut LMNP, loueur meublé non professionnel. Donc ça, c'est quand on achète en nom propre et qu'on fait de la location meublée. C'est possible uniquement dans ce cas-là, location meublée non professionnelle. Ou alors, quand on achète un statut dont on parle beaucoup aussi, c'est la SCI à l'IS. Typiquement, parce que la SCI à l'IS offre plus de flexibilité que le LMNP, tout en ayant un avantage dans le calcul de l'impôt qui est, de la base imposable qui est similaire. Typiquement, pour prendre mon exemple, moi j'ai acheté un immeuble l'année dernière. Un immeuble, souvent, il va être en partie loué au moment où on va l'acheter. Moi, l'immeuble que j'ai acheté l'année dernière, il y avait déjà un locataire et il louait en nu. Ce qui fait que si j'achetais en nom propre, j'aurais pu mettre les 2 autres lots en meublé, mais ce lot-là, j'aurais dû le garder en nu et fiscalement parlant, ça ne m'aurait pas arrangé. Et donc, j'ai choisi plutôt de l'acheter en SCI à l'IS, parce que la SCI à l'IS m'a permis de faire de la location à la fois nue et meublée, et ou meublée, je fais comme je veux. J'ai choisi de faire les 3 appartements en nu, mais globalement, c'est ce qui m'a permis d'amortir le bien comptablement. Alors, je ne vais pas trop me pencher là-dessus parce qu'encore une fois, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas comptable, mais on peut faire un amortissement du bien dans ce cas-là, ce qui permet d'avoir une base imposable qui revient à 0 pendant plusieurs années. Donc, bon, j'espère avoir répondu à la question. Sans bloquer. Il n'y a pas d'autres questions? Non. Parfait. Super. Donc, on va continuer. Donc, pour analyser la rentabilité d'un bien, alors ce graphique, on vient de le voir, mais en réalité, c'est celui-ci le plus important qui va vous permettre d'analyser vraiment le projet dans sa globalité. Parce que là, on a vu 1 an, mais un projet, c'est évidemment des années, surtout dans l'immobilier, ça va être des années de détention, etc. Et il faut calculer le capital qui va être créé.
Et donc, le capital qui est créé, vous voyez ici, c'est les 3 postes dont on parle depuis tout à l'heure. L'excédent de trésorerie, donc le cash flow positif, la trésorerie qui se crée, la plus-value immobilière. Alors là, encore une fois, comme je vous ai dit, on n'a pas de boule de cristal. Donc là-dessus, moi, je vous recommanderais de tabler plutôt sur une inflation moyenne, 1, 2, 2,5%. En France, en général, on est là-dessus. Et le capital immobilier. Donc ça, c'est les 3 postes sur lesquels on crée de la valeur, on s'enrichit en immobilier, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Et en face, il faut déduire évidemment les frais d'acquisition qui arrivent dès l'acquisition. Donc ça, c'est important de les déduire. Ça va être les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de création des SCI, les frais de dossier bancaire, ce genre de choses. Donc ça, on les a dès le départ et c'est pour ça que l'immobilier, il faut bien le conserver un certain temps parce que dès le départ, sinon, on est perdant la première année. Par contre, au bout de X années, on n'a plus ces frais d'acquisition qui sont déjà faits et on crée de la valeur. Et en revanche, à la revente, il faut calculer et prévoir également l'impôt qu'on va devoir payer. Donc là, on est sur un cas d'IS. C'est pour ça que vous voyez l'impôt sur les sociétés. Il faut faire le calcul de déduction, ce que ça va nous coûter au bout de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, en faisant le cumul de ces 3 postes d'enrichissement et en déduisant les frais et l'impôt, on obtient le capital net créé, que vous voyez ici tous les 5 ans, qui peut être très élevé, évidemment, très, très élevé. Ça dépend de la rentabilité de votre projet initial. Mais ça, c'est ce qui va vous permettre vraiment de calculer la création de capital. Typiquement, ici, de tête sur ce projet, donc c'est le même. Là, il me semble qu'il y avait quelque chose comme 30 000 euros d'apport. Et on voit qu'au bout de 5, 10, 15, 20 ans, on est à presque 390 000 euros. Voilà, 387 000 euros de capital créé en ayant déduit déjà les frais d'acquisition. Donc, c'est vrai que ça peut être quand même un levier intéressant. Et c'est ça qu'il faut calculer. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment du potentiel de l'investissement immobilier. Comment passer de 30 000 euros à 387 000 plus les 30 000 initiaux puisqu'ils ont déjà été déduits. Comment réussir son investissement immobilier? Maintenant, on a vu un petit peu comment calculer la rentabilité. Voici les étapes pour réussir son investissement immobilier. Donc, la première chose, c'est évidemment de trouver l'opportunité. Je dirais même avant ça, ce serait plutôt de se former si on veut investir tout seul. Ensuite de ça, on trouve l'opportunité, on calcule la création de capital, donc c'est le graphique qu'on vient de voir ensemble, c'est pour ça que c'est en vert, on l'a déjà vu. Prévoir des marges de sécurité, donc là c'est notamment ce que je disais, prévoir 5 à 10% de marge de sécurité pour un chauffe-eau, etc., pour les travaux. Prévoir également l'inflation des charges, tout ça il faut le prévoir évidemment. Ensuite, il faut analyser les risques, étudier la fiscalité. Donc là, voilà, j'ai répondu un petit peu rapidement, mais faut vraiment rentrer dans le détail. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut avancer dans l'acquisition. Donc maintenant, on va voir le poste qui, je pense, vous intéresse le plus, c'est comment trouver l'opportunité. Alors globalement, donc l'objectif pour avoir du cash flow positif est donc être autofinancé. Donc encore une fois, c'est quand les loyers couvrent l'ensemble des charges. Pour faire simple, alors on parle de rendement brut ici, attention, et le cash flow, ça va plutôt être une notion de net. Donc c'est pas forcément égal. C'est pas forcément dès qu'on arrive à 8, c'est bon. Mais de manière générale, à partir de 8-9% de rendement brut, on commence à avoir du cash flow positif. Alors, ça va dépendre, encore une fois, si vous êtes sur un bien en copropriété, comme je le disais, vous allez avoir des charges de copropriété que vous ne pouvez pas réimpacter à 100% sur les locataires. Parfois, ces charges peuvent être très élevées. Globalement, sur un bien en copropriété, souvent, il faut rajouter 1 à 2 points de rendement pour commencer à avoir de l'autofinancement et du cash flow. En dessous, c'est soit l'emprunt, soit les charges récurrentes qui ne vont pas être couvertes. Donc, on peut toujours avoir un bien rentable, même si on a un cash flow négatif, parce qu'on a cette création de capital immobilier. Comme je vous disais tout à l'heure, qui est une notion quand même très importante. En dessous de 3%, ça sert à rien, c'est pas rentable. Là, vous ne créez pas de capital immobilier, vous devez payer les charges, et pendant ce temps-là, en plus, votre argent n'est pas placé, donc pendant toute la durée de détention, vous perdez de l'argent, à moins de faire de la plus-value. Mais là, vous ne misez que sur de la plus-value. C'est ce que font, a priori, très souvent les personnes qui investissent à Paris, sans aucun jugement, mais très souvent, voilà, ils ont des rendements très faibles et ils vont miser sur de la plus-value. Voilà. Pour avoir du cash flow positif, globalement, il faut viser un prix au mètre carré. Parce que, en fait, dès que les prix augmentent entre une ville A et une ville B, si les prix font x5,
les loyers vont augmenter aussi, mais pas à la même vitesse. Ils vont peut-être faire x2. Et donc, forcément, le rendement diminue. Là, j'ai pris un exemple. Typiquement, Hénin-Beaumont, une ville de 26 000 habitants dans les Hauts-de-France. Lille, 232 000 habitants. Et Paris, 2 millions d'habitants globalement. Et j'ai pris les prix annuels de la location, donc globalement les loyers annuels au mètre carré, les prix d'achat au mètre carré. Et donc, j'ai calculé un rendement, puisqu'un rendement, c'est finalement les loyers sur le prix d'acquisition. Alors, évidemment, ici, vous voyez donc Hénin-Beaumont 8,21, Lille 4,72, Paris 3,88. Donc, vous voyez que dès que le prix au mètre carré augmente, donc passe de 1400 à 9500 pour Paris, dès que le prix au mètre carré augmente, le rendement diminue. Alors, on pourrait se dire, bon, nous, on vise 8. Ici, on voit qu'Hénin-Beaumont 8,21. Dans ce cas-là, j'achète tout Hénin-Beaumont, je suis riche. Non, bien évidemment, parce que là, on a pris le prix d'achat au mètre carré, ça ne compte pas, par exemple, les travaux. Donc, évidemment, votre prix d'acquisition il est plus élevé que ça, et globalement, ça signifie qu'à Hénin-Beaumont, on va plutôt être à 6-7%, à Lille, on va être à 3-4%, et à Paris, on va être à 2%, globalement, de rendement brut, de manière générale. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici sur la courbe. Plus les prix au mètre carré augmentent, c'est la courbe bleue, plus les loyers augmentent également, mais pas à la même vitesse. Donc, toujours avec Hénin-Beaumont, Lille, et pareil. Et donc, l'écart entre ces deux courbes montre la perte de rentabilité. Voilà. Globalement, ici, on pourrait se dire, du coup, il y a des stratégies qui peuvent en sortir. On peut se dire, bah, je vais essayer de booster le prix de la location. Il faut en parler. On peut se dire, bah, je vais investir à Lille ou à Paris et je vais faire du Airbnb. Typiquement, de la location courte durée. Je ne vais pas citer d'entreprise, mais de la location courte durée. Alors, ça peut être une stratégie. Moi, personnellement, je ne l'appliquerai pas. Les frais de gestion sont très élevés, mais on peut gérer nous-mêmes. Pourquoi pas si on est à côté. Encore une fois, c'est un peu de charge mentale et un peu de temps. Mais surtout, la raison pour laquelle je ne le ferai pas, c'est que la location courte durée a priori un avenir très pessimiste. Il y a de plus en plus de villes où on restreint les possibilités de location courte durée, où il faut remplir de plus en plus de conditions. On ne peut pas louer plus d'un certain nombre de nuits, ou alors il faut avoir un logement en résidence principale également dans la ville. Voilà, il y a de plus en plus de conditions et la raison est tout simplement qu'aujourd'hui, on est en pénurie de logements en France. C'est vraiment un gros problème. Hein. C'est une crise dont on ne parle pas assez, mais qui est une réelle crise. Il y a une donnée qui est sortie en plus il y a 10 jours, quelque chose comme ça. À Paris, une annonce de location, c'est 850, pour un studio, c'est 850 candidatures. Donc c'est là qu'on voit un peu le désespoir, j'ai envie de dire, des locataires qui cherchent un logement. On est vraiment en pénurie de logements. Ça s'est intensifié en 2025 parce qu'on ne peut plus louer les DPEG. Donc, ça fait quand même un bon nombre de biens qui étaient mis en location avant et qui ne peuvent plus être mis en location. Et donc, tous ces logements, il y en avait une grosse partie qui était réservée justement à la location courte durée. Et c'est pour ça que aujourd'hui, les gouvernements font un peu la chasse à cette location courte durée et empêchent de faire trop de location courte durée au sein d'une ville. Donc, si vous calculez une rentabilité qui peut être intéressante aujourd'hui à Lille, par exemple, en location courte durée, mais dans 2 ans, vous ne pouvez plus, vous vous retrouverez sur les bras avec un bien qui n'est pas du tout rentable. Et là, ça va vous poser un problème. Une autre possibilité, ça peut être de faire de la colocation. Et là, pour le coup, ça peut être une stratégie, pourquoi pas. Il faut le prévoir, puisque la colocation, ça va être un peu plus de turnover, peut-être un peu plus de frais, notamment des provisions sur charge plus élevées. Mais ça peut être intéressant. Pourquoi pas la colocation, qui va consister donc à mettre plus de gens et donc plus de baux au sein d'une même surface. Voilà. Et sinon, bah, plutôt aller chercher dans des zones où le prix au mètre carré est plus faible et donc le rapport entre l'un et l'autre est plus intéressant. Ceci étant dit, comment on trouve ces opportunités? Parce qu'évidemment, maintenant qu'on a dit qu'elles sont dans des villes où les prix au mètre carré sont de 1000, 1500, 2000 euros du mètre carré, parce que la très très grande majorité des opportunités à haut rendement sont quand même dans des villes où le prix au mètre carré est inférieur à 2000 euros, même 2500 euros. Comment on trouve ces opportunités? Parce qu'en général, ça va plutôt être dans des petites villes, du coup, dans des villes de 3 à 20 000 habitants. Alors, on en voit en dehors, hein, il y en a par exemple 26 000 habitants, mais évidemment, ça va être un petit peu compliqué de rechercher toutes les villes de 10 000 habitants en France et d'aller chercher la bonne opportunité.
Donc, la solution, là, globalement, il n'y a pas vraiment de solution. Il faut y aller à la main. Donc, soit vous y allez à la main, vous analysez toutes les opportunités possibles en France et vous pouvez trouver des bonnes rentabilités. Ou soit vous avez typiquement le cash flow positif a un algorithme qui permet de trouver toutes les opportunités. Mais c'est soit vous analysez à la main, soit vous pouvez contacter des agences sur place qui peuvent vous contacter également. Mais voilà, c'est quand même un petit peu de travail, évidemment. Un investissement à haut rendement, c'est pas aussi facile que ça. Et donc, ça va vous demander un petit peu de travail de recherche. Mais voilà, c'est une piste de réflexion. Ça va être très compliqué dans les villes type Lille, Rouen, Mulhouse, Amiens, Saint-Étienne. On parle souvent de ces villes. Déjà, si on parle souvent de ces villes, c'est que tout le monde cherche dans cette même ville. Donc c'est un peu le problème. Donc, il va y avoir pas mal de concurrence. Et puis, surtout, ça reste des villes où le prix au mètre carré va être quand même relativement élevé. Et donc, là où le prix va être le moins élevé dans ces villes-là, ça va plutôt être dans les mauvais quartiers des grandes villes. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est votre stratégie. Moi, je préfère investir, et j'ai investi dans une ville de 15 000 habitants, je préfère investir dans une ville de taille modeste où il n'y a pas vraiment de mauvais quartiers et où la rentabilité peut être très élevée, plutôt que d'aller dans un mauvais quartier de grande ville. Mais ça, c'est chacun sa stratégie. Certaines personnes préfèrent investir dans des grandes villes parce qu'elles sont sécurisées sur la tension locative. Et ça, c'est en effet un point très important. Il faut vérifier la tension locative au sein du secteur. Il faut analyser le secteur, pas que l'opportunité, il faut analyser le secteur. Ici, justement, analysons un cas concret. Donc, c'est l'opportunité qu'on voyait tout à l'heure, justement. Donc, comme je le disais, un local commercial, 2 T4. Donc, c'est une opportunité dont un investisseur de cash flow positif a fait l'acquisition, hein, globalement. On voit que le local commercial est loué. Le T4 du deuxième étage est loué également. Bon, on est sur de bons DPE, on est en DPE, pas de sujet. Par contre, on voit que le T4 du premier étage n'est pas loué. C'est exactement le même que celui du deuxième étage. Il fait 77 mètres carrés aussi. Les provisions sur charge vont être les mêmes, hein, parce que c'est pour l'eau et l'entretien des parties communes. Donc 25 € de provision sur charge. Disons que vous faites l'acquisition, ou même que vous voyez cet immeuble et que vous vous dites, pourquoi pas, je vais l'analyser, parce que c'est comme ça qu'on fait, il faut analyser toutes les opportunités et je vais voir un petit peu le potentiel de rentabilité qu'il peut offrir. Qu'est-ce que vous allez vous dire quand vous voyez que le T4 qui est de la surface, qui est exactement de la même surface, qui est exactement le même, dans le même état, se loue 482 €. Qu'est-ce que vous diriez, André? Si vous deviez analyser la rentabilité et tous les calculs qu'on a fait avant partaient d'un calcul de revenu locatif. Donc, il faut forcément tabler sur un revenu locatif potentiel à venir. Ouais, vous avez baissé le loyer, mais pas que ça soit bien malin. Est-ce que c'est une raison pourquoi il se loue pas Alors, il ne se loue pas juste parce que le propriétaire n'a pas souhaité se prendre la peine de le relouer. Au moment de la vente, il est vendeur, il ne se donne pas la peine de rechercher un nouveau locataire. Mais il se louerait très bien. Enfin, a priori. Et c'est quoi la question? C'est de louer, évidemment. Oui, mais à combien vous mettriez le loyer? Parce que là, vous devez analyser le bien. Vous devez tabler sur un revenu locatif potentiel. Donc 482. Exactement. C'est ce que je dirais n'importe qui. Ça semble tout à fait logique. Quand on investit, qu'on a deux appartements exactement de la même taille, exactement similaires, qu'on ne connaît pas la ville, on se dirait, je vais le louer au même loyer. 482. Spoil, 482, si on le loue, il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable, on passe à côté, on a perdu l'une des rares opportunités en France qui est en cash flow positif. Ce serait bien dommage parce qu'en réalité, ce bien est en cash flow positif. Tout simplement, pour savoir combien je vais pouvoir le louer, il faut connaître les loyers sur le secteur et la tension locative. Et ça, c'est vital. Donc ça, il vous faudra l'analyser également. Hop, vous voyez, pour calculer la rentabilité de manière fiable et précise, il faut connaître la tension locative. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes locatives? Est-ce qu'il y en a peu par rapport à l'offre? Parce que la tension locative, c'est pas que de la demande locative. Attention, on me dit parfois, oui, investir dans une petite ville, je ne vais pas avoir de tension locative. Si, parce que la tension locative, c'est un rapport entre l'offre et la demande. Et donc, il peut y avoir moins de demandes, mais moins d'offres, et avoir une bonne tension locative. Donc, connaître la tension locative et connaître les loyers appliqués sur le secteur. Et typiquement, nous, on récolte de la donnée.
Donc, vous voyez typiquement que la durée moyenne de recherche d'un locataire, ici, pour un T4, est de 60 jours, à savoir que dans cette ville, on n'est pas en zone tendue. C'est aussi l'avantage souvent de ne pas être dans des grandes villes. À Lille, par exemple, on sera en zone tendue, à Paris aussi. À Paris, il y a même l'encadrement, et à Lille aussi d'ailleurs, il y a l'encadrement des loyers. Ici, on n'est pas en zone tendue. Ce que ça signifie, c'est que le délai de préavis du locataire, il va être de 90 jours, si vous louez en nu. C'est-à-dire qu'entre le moment où le locataire souhaite partir et son départ effectif, enfin le moment où il vous prévient et son départ effectif, il se passe 90 jours, ce qui vous laisse 90 jours pour retrouver un locataire, mettre en place un locataire et ne pas avoir de vacances locatives. Quand on voit qu'on loue en moyenne en 60 jours, c'est 64 jours, il me semble exactement, on se dit que la tension locative est suffisante, à condition d'être sur les prix du marché, puisque ça, c'est la tension locative du marché, il faut être sur les prix du marché pour avoir une tension locative similaire. On voit qu'un T4 se reloue en moyenne 600 euros globalement, je ne sais plus exactement, on le verra précisément après, à peu près 600 euros. On se dit, bah, globalement, je peux le louer 600 euros et je vais avoir une bonne demande locative suffisante pour le louer à ce loyer qui sera donc plus élevé que le deuxième, donc je peux avoir une rentabilité plus élevée et dans un délai où je ne vais pas avoir de vacances locatives. Et donc, c'est comme ça qu'on peut calculer la rentabilité du projet. Et on voit, voilà, 678 euros. C'était ça. 678 euros ici. Et donc, la rentabilité n'est pas du tout la même que si je l'avais calculé avec 482. Et en plus de ça, on se dit, aujourd'hui, avec ce calcul-là, il présente une bonne rentabilité dès l'acquisition. Mais en plus de ça, l'autre appartement, une fois que le locataire part, je peux revoir le loyer à la hausse. Et donc, c'est pour ça que c'est crucial de connaître ces éléments. À mon sens, c'est le plus important quand on fait une acquisition immobilière, c'est connaître la tension locative, connaître les loyers appliqués sur le secteur. Et en fonction de ça, on peut savoir. Par exemple, si j'avais vu que ça se louait en plus de 90 jours, et donc que la tension locative n'était pas suffisante, que ça se louait en moyenne à 650 euros, moi, je peux faire mes calculs avec 550, par exemple. Je vais être beaucoup plus attractif sur le secteur, d'autant plus qu'en général, quand on fait une acquisition immobilière, il y a quand même un petit peu de rafraîchissement, donc on va être sur un bien qui est plus attractif. Ici, on est en plein centre également, et on va le louer moins cher, donc on va être plus attractif. Est-ce que si je le loue moins cher, j'ai toujours une bonne rentabilité? C'est ce qu'il faut regarder. Mais donc, c'est deux paramètres qu'il faut analyser ensemble, en fonction de la tension locative, en fonction des loyers appliqués sur le secteur. On peut voir combien on va le louer. Et donc, en moyenne, ça se loue 678. Ici, on est en plein centre. On va être sur un bien qui va être rénové. A priori, on pourrait même tabler sur un peu plus. Nous, on est toujours un peu conservateur quand on présente les opportunités aux investisseurs. Donc, je l'avais présenté à 678 et je l'avais présenté donc avec le loyer actuel à 482. Mais voilà, potentiel d'augmentation à ce niveau. Et comment on récupère ces infos? Et oui, c'est là toute la question. Donc, en effet, si vous ne vous faites pas accompagner, si vous avancez tout seul, ce que ferait la majorité des gens, c'est aller sur Le Bon Coin, à vendre à louer, loger.com, etc. Et ils analysent toutes les annonces. Voilà, 10, 20, 30 annonces. Alors, évidemment, ça a son bémol parce que on ne sait pas. Enfin, on voit l'annonce telle qu'elle est, mais on ne sait pas si elle va partir à ce montant-là, et on ne sait pas depuis combien de temps elle est là. Sinon, il faut analyser l'annonce dès la publication et voir combien de temps elle est dépubliée, est-ce qu'elle a été dépubliée à ce montant. Et ça, il faudra le faire sur des dizaines, voire des centaines d'annonces pour avoir des données à peu près fiables. Voilà. C'est la réponse. C'est un peu compliqué. Il faut des notaires. Non, nous, on utilise l'intelligence artificielle, justement, qui fait exactement le travail que je viens de vous dire, mais automatisé. Et donc, à partir des sites comme à vendre à louer, seloger.com, bien ici, etc., ça analyse des dizaines, des centaines, des milliers d'annonces dans chaque ville en France depuis des années. Ça les cumule et ça établit des moyennes et on peut dire un T1, un T2, un T3, un T4 se reloue en moyenne en autant de jours à tel montant. En nu, en meublé, c'est ça aussi la différence que vous voyez ici, en nu, en meublé. C'est exactement ce qu'on fait, nous, chez Cashflow Positif. Maintenant, vous pouvez ne pas le faire ainsi, vous pouvez le faire à la main. Il va falloir prévoir des marges de sécurité supplémentaires quand même, parce que c'est moins fiable. Mais voilà. Après, ce que font beaucoup, c'est ne pas chiffrer ça, c'est plutôt de se dire, il y a une grosse entreprise, il y a une grosse école, donc j'imagine qu'il y a une bonne tension locative. Voilà, c'est un peu plus approximatif, mais aujourd'hui, la plupart des investisseurs font comme ça, à tort ou à raison, c'est à vous de le juger. Mais voilà, à mon sens, c'est crucial, vraiment, c'est la première chose
que je ferais moi si je suis indépendant, enfin si j'investis de mon côté ou si j'investis avec une entreprise ou quoi que ce soit, je veux connaître la tension locative, les loyers appliqués sur le secteur. Et quand je dis tension locative, c'est pas bonne, moyenne, mauvaise, parce que ça ne veut rien dire. Il faut la chiffrer. Voilà, en nombre de jours. Il n'y a pas de questions? Non? Ok, super. Très bien. Donc, on a vu comment trouver l'opportunité. Donc, on va aller cibler du haut rendement au-delà de 8-9% de rendement brut. À partir de ce moment-là, on peut commencer à calculer la création de capital et le calcul du cash flow. Est-ce qu'on voit si c'est vraiment pertinent? Il faut prévoir des marges de sécurité, en prévoir d'autant plus si on manque un petit peu de données. Mais il faut quand même, quand on trouve à l'étape de trouver l'opportunité, il faut aussi analyser le secteur. Et ensuite, on analyse les risques et on étudie la fiscalité. Donc, concernant les risques, je ne veux pas vous faire peur, mais il en existe beaucoup. Comme tout investissement, forcément, il va y avoir des risques que vous investissiez en actions, en crypto, en immobilier, quoi que ce soit. Il y a toujours évidemment des risques. On va en parcourir quelques-uns. La liste n'est pas exhaustive parce qu'elle serait très très longue, mais on va en parcourir quelques-uns. On va voir un petit peu comment essayer de la minimiser et de minimiser ces risques, justement. Donc, la vacance locative, le premier, celui dont on parle le plus, ce dont vous m'avez parlé justement, André, voilà, il faut analyser le secteur, comme je le disais, voir en combien de temps on reloue en moyenne, à quel loyer et prévoir des marges de sécurité. Ne pas prévoir d'être bien au-dessus du marché, à moins que la tension locative vous dise que c'est possible. Moi, typiquement, c'est ce qui s'est passé. Là où j'ai investi, la tension locative était très très bonne. J'ai pu louer plus cher que le marché parce que je savais, parce que j'avais les données. Hein, c'est l'avantage de travailler chez Cashflow Positif. J'avais les données. J'ai vu que la tension locative était excellente. J'ai vu que le T2 se louait en moyenne 520 euros. Je l'ai mis à 550 et j'ai eu énormément de demandes. J'aurais pu le mettre plus cher. Mais au début, voilà, j'ai testé un petit peu, 550, j'ai eu de la demande tout de suite, un bon profil, je l'ai mis dedans et depuis la locataire est dedans et tout se passe très bien. Donc évidemment, il faut analyser la tension locative, les loyers appliqués sur le secteur et en fonction de l'un ou l'autre, on sait comment se positionner sur le secteur. Le deuxième, évident, ça va être les impayés. Alors les impayés, on en entend toujours beaucoup plus parler que la réalité. En réalité, on connaît toujours quelqu'un autour de nous qui dit « Ah, moi, je connais quelqu'un qui a eu des impayés, etc. » Bon, il y en a très peu, factuellement, mais il y en a. Et il ne faut pas le nier, il y en a, et c'est un gouffre. Si jamais vous ne récupérez pas votre loyer et que vous avez toutes vos charges à payer en face, c'est vraiment extrêmement problématique. Donc, ça n'empêche que même si ça arrive peu souvent, il faut s'en protéger systématiquement. Et ça, j'insiste, il faut s'en protéger systématiquement, peu importe le profil du locataire que vous mettez en place ou dont vous héritez à l'acquisition, peu importe ses revenus, peu importe son emploi, protégez-vous des impayés. Donc, on l'a vu, si le locataire est déjà en place et qu'il y a déjà un bail, il existe des assurances, des garanties de loyer impayés qui peuvent être mises en place pendant la location. Il faudra juste prouver la solvabilité du locataire sur les 3 ou 6 derniers mois, enfin sur les quelques derniers mois. Sinon, au moment où vous mettez en place un locataire, ça c'est une solution qui est gratuite, qui peut être plus intéressante pour certaines personnes. Ça va être par exemple la garantie visale. Ça va être les garanties qui sont prises et payées par le locataire. Donc il en existe comme garantie, il en existe d'autres. Voilà, je fais un peu de pub, je les connais pas, mais je fais un petit peu de pub. Et sinon, le garant physique, également. Le garant physique, c'est une garantie gratuite. Donc voilà, à la mise en place de locataires, vous pouvez prendre des garanties qui sont gratuites. Par contre, si les locataires sont déjà là, prévoyez 3 à 3,5% des loyers qui vont partir dans la souscription d'une assurance garantie loyer impayé. Les travaux. Alors ça, les travaux, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore et c'est un poste qui est très important parce que les travaux, très souvent, quand une personne va faire des travaux dans l'immobilier, que ce soit pour sa résidence principale même ou pour de l'investissement, il va faire des devis comparatifs et il va souvent prendre le moins cher. C'est une erreur qui peut coûter très cher parce que le moins cher, parfois, vous allez payer 3 fois le prix des travaux 6 mois plus tard. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout avoir de la qualité. Le meilleur étant le rapport qualité-prix, mais il faut avoir de la qualité. Et donc, quand vous investissez loin de chez vous,
ça devient un peu plus compliqué parce que vous connaissez pas forcément les artisans, donc ça peut fonctionner par recommandation, mais de manière générale, je vous conseillerais vivement de passer par des artisans, des sociétés dont vous connaissez la qualité de travail. Si elles ont des garanties décennales, c'est quand même mieux. Évidemment, les entreprises qui durent un peu dans le temps, c'est également mieux parce qu'une garantie décennale avec une entreprise qui ferme un an plus tard, c'est pas forcément utile. Donc, important de se faire accompagner par des personnes qu'on connaît, dont on connaît la qualité de travail, et ce, peu importe le prix. Parfois, ils sont plus chers, mais ça peut valoir le coup, vraiment, et des garanties derrière. Les erreurs dans les calculs, donc on a vu un petit peu les calculs qu'il fallait faire. Si on n'a pas bien calculé la fiscalité, si on n'a pas bien calculé les charges qui peuvent être réimpactées sur le locataire et les charges qui vont être vraiment pour le propriétaire, tout ça, évidemment, ça peut avoir un impact. Les marges de sécurité dont je parlais. Alors, tout ce qu'on a vu jusqu'ici, évidemment, il faut bien calculer, bien structurer son plan de rentabilité. La fiscalité, justement, j'en parlais juste avant. Donc, en effet, faire une acquisition en nom propre en société, ça peut avoir un impact quand même significatif. La législation et ses évolutions, en effet, on ne l'a pas vraiment mentionné. J'ai parlé du DPEG, typiquement. C'est vrai qu'il y a des réglementations, typiquement les DPE. Il y a de plus en plus de réglementations là-dessus. On ne peut plus louer un DPEG depuis 2025. A priori, on ne pourra plus louer un DPEF à partir de 2028, un DPE à partir de 2034. Il faut regarder tout ça. Il n'y a pas que les DPE, mais le Airbnb également, on en a parlé. Il y a plein de choses et il faut se renseigner là-dessus, sur la législation, sur ces évolutions, à savoir que les DPE, ça va très certainement s'assouplir. Peut-être que le calendrier de restriction va se décaler un petit peu dans le temps, c'est possible, justement à cause de cette pénurie de logements dont je parlais tout à l'heure et dont le gouvernement a tout à fait conscience. Donc, c'est amené à évoluer. Il faut faire attention à ça, parce qu'encore une fois, si vous avez tout amené sur la location courte durée et qu'un an plus tard, vous ne pouvez pas le louer en location courte durée, vous allez vous retrouver avec un gros problème sur les le contrôle des documents, donc là, ça va être les diagnostics, les baux, les quittances, les états des lieux, l'avis de taxe foncière, le devis de l'artisan que vous allez faire passer, etc. Le compromis qui est un document qui fait souvent une trentaine de pages, dans lequel il y a beaucoup de clauses qui vont vous engager. C'est vraiment le compromis qui va vous engager dans l'acquisition. Il faut vraiment contrôler ce document et l'ensemble de ces documents parce que ça va vous engager dans une acquisition. Et si vous vous retrouvez bloqué par la suite, par exemple avec un refus de financement ou quoi que ce soit, et que vous n'avez pas bien vu les conditions suspensives du compromis, vous risquez de devoir 10% de pénalité de valeur du bien auprès du vendeur et vous n'allez pas avoir le bien. Vous aurez juste perdu 10% de la valeur du bien. Donc le contrôle des documents et de l'ensemble des éléments, il faut évidemment s'attarder là-dessus. La lecture du compromis, voilà, je le mentionnais juste avant, donc ça va avec diagnostic, baux, quittance, etc. La recherche de financement, justement, comme je l'ai mentionné sur le compromis, si vous vous retrouvez sans financement et que vous n'avez pas bien vu les conditions suspensives, vous pouvez être bloqué et redevable des 10%. Donc la recherche de financement, il faut connaître précisément les étapes, il faut connaître et comprendre le jargon de la banque qui peut changer d'une banque à l'autre, d'un conseiller à l'autre. Parfois, ils vous disent on vous fait une offre de prêt. C'est pas du tout une offre de prêt, c'est juste une simulation de financement qui n'a aucun engagement. Voilà, il faut bien comprendre tous ces éléments-là parce que ça va avoir un impact quand même significatif également. En fait, tous ces éléments-là ont quand même des impacts colossaux sur la pérennité du projet, etc. Parce que la liste n'est pas exhaustive. On arrive en conclusion. Donc, en conclusion, visez 8% de rendement brut minimum. Avant ça sert à rien de vous attarder globalement sur une opportunité. En tout cas, dans l'aspect investissement immobilier tel qu'on l'étudie depuis tout à l'heure, avec du cash flow positif, etc. En dessous de 8% de rendement brut, c'est presque certain que vous serez en cash flow négatif. Voilà, ça a évidemment un impact. Donc, avant même de faire tous les calculs de cash flow, de création de capital, etc., analyser le rendement brut, ça se calcule rapidement en dessous de 8%. Si vous avez un emprunt dans les conditions habituelles, donc 15% d'apport,
un taux entre 3 et 3,5, ce qu'on voit en ce moment, vous risquez d'être en cash flow négatif si vous êtes en dessous de 8%. À partir de 8%, c'est pas forcément du cash flow positif, mais ça mérite d'être analysé. Voilà, ça c'est si vous avancez seul, visez ça, formez-vous longuement, ça c'est très important parce que pour tout ce qu'on a vu et tous les risques qu'il y a, formez-vous, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des charges énormes sur les bras et qui ont perdu beaucoup d'argent, d'autres qui en ont gagné beaucoup, et ça tient parfois qu'à une formation qui peut être longue, qui doit être exhaustive, qui doit avoir tous les points à minima qu'on a vu aujourd'hui pour éviter les risques. Donc les risques qu'on a mentionnés avant. Ça, c'est si vous avancez ça. Vous pouvez également vous faire accompagner par Cashflow Positif ou d'autres entreprises. Hein, évidemment, on n'est pas les seuls sur le secteur. Ça peut clairement valoir le coup parce qu'encore une fois, vous allez vous engager sur des sommes, sur des centaines de milliers d'euros. Soit vous vous faites accompagner longuement, soit vraiment faites-vous accompagner. Et ça, pas forcément cash flow positif. Il y a d'autres acteurs sur le marché. Ça vous permettra d'éviter quand même beaucoup de risques. A priori, ils sont quand même formés. Ils devraient vous accompagner sur tout ce qu'on a vu avant. Ça vous permettra d'éviter pas mal de risques. Les risques sont quand même largement réduits, ce que j'ai mis ici. Par contre, le rendement, très souvent, il y a en dessous de 8% pour les autres acteurs du marché. Je ne vais pas les dénigrer, je ne suis pas du tout là pour ça, au contraire. Ils font plutôt de l'investissement patrimonial dont je parlais tout à l'heure. Ça va plutôt être dans des grandes villes, dans du beau. Si c'est ce en quoi vous croyez, il n'y a aucun problème et allez-y, avancez avec eux. Ça va vraiment réduire vos risques. Et les rentabilités ne sont pas forcément inférieures. En moyenne, quand on avance seul, le rendement moyen, il est de 5-6%. Quand vous faites accompagner, même par les autres acteurs du marché, en général, il est plutôt aux alentours de 7%. Donc, ça vaut déjà le coup. C'est-à-dire que pour un même coût de projet, admettons que vous ayez, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, 300 000 euros de budget, si vous avancez seul, vous avez 6% de rendement, c'est-à-dire que vous allez vous attendre à 18 000 euros de revenus locatifs par an. Alors que là, si vous avancez avec une entreprise à 7% de rendement, vous vous attendez à 21 000 euros de revenus locatifs et en plus, vous minimisez les risques. Donc, ça vaut tout à fait le coup. Il faut juste s'assurer, en effet, que dans les 300 000 euros de budget sont bien inclus leurs frais. Ça, on a toujours les 21 000 sur 300 000, ça fait bien 7%, mais en général, c'est le cas. Par contre, en dessous de 8%, donc il faudra peut-être fournir un effort d'épargne. Vous allez créer du capital quand même, du capital immobilier notamment, même si vous allez participer un petit peu aux charges, mais il vous faudra certainement un petit effort d'épargne, cash flow négatif, et il y a toujours un peu de risque, notamment sur la vacance locative et les loyers par rapport au marché, puisque ça, on est les seuls chez Cashflow Positif à récolter de la donnée massivement là-dessus. Donc voilà, ça réduit drastiquement les risques, mais il y en a toujours et vous êtes sur des rendements quand même plus élevés que si vous avancez tout seul. Et dernier point, petit coup de pub forcément, c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais la troisième option, c'est évidemment Cashflow Positif où le rendement est plus élevé. Il prend en compte évidemment la rémunération de Cashflow Positif dans le calcul du rendement, dans le calcul de la création de capital, dans le calcul du cash flow. On est donc sur des rendements au-dessus de 8% et on maîtrise la plupart des risques. Alors évidemment, il y a toujours des risques, mais on a un panel de données a priori suffisant pour analyser une opportunité de A à Z. Je vous remercie pour votre écoute et c'est le moment des questions. Alors, la question c'est finalement comment Cashflow Positif gagne sa vie, à quel moment les frais interviennent, et tu viens de l'aborder. Ouais, donc en effet, les frais de Cashflow Positif, donc c'était pas le but aujourd'hui, c'était vraiment de parler d'investissement immobilier. Vous pouvez très bien avancer de votre côté, mais Cashflow Positif, comment ça fonctionne? Les frais sont au moment de l'acquisition du bien, donc au moment de la vente. Avant ça, il n'y a rien d'engageant. Il n'y a aucun frais à dépenser non plus. Et donc, en effet, c'est un pourcentage d'honoraires sur la valeur du projet. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu, je pense que j'ai répondu. Donc, c'est un pourcentage qui est progressif, qui marche par tranche cumulative et qui est dégressif en fonction de la valeur du projet. C'est pour ça que je ne peux pas vous répondre précisément, mais sur notre site internet, c'est tout à fait transparent. Vous pouvez même simuler, il me semble. Donc voilà. C'est au succès. Et c'est uniquement au succès. Donc voilà, si jamais l'opportunité ne vous plaît pas ou même que
les frais de cash flow positif ou quoi que ce soit, quelque frais que ce soit, ne vous conviennent pas, vous le verrez au moment de la présentation d'opportunité. Il ne sera pas trop tard pour se rétracter à ce moment. Est-ce qu'on aide aussi à la revente, puisqu'on aide à l'achat, premier achat? Alors, pas forcément en tant que soi, dans le sens où on ne fait pas de la revente. En revanche, on accompagne sur la recherche. Donc, on a quand même un portefeuille d'investisseurs. Donc, au moment de la revente, si vous avez un bien qui présente une bonne rentabilité dans un secteur intéressant, du point de vue de l'attention locative, on aura certainement des investisseurs intéressants. Et il n'y a pas d'autres questions. Bon. Très bien. Dans tous les cas, moi, je reste évidemment disponible si vous avez la moindre question. Je pense que Solange, voilà, a mis un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Je serais ravi d'échanger avec vous, même s'il n'y a pas de conclusion pour cash flow positif et que ça n'engage en rien dans l'acquisition du bien ou dans la signature d'un mandat avec cash flow positif. Moi, je serais toujours ravi de parler d'immobilier avec vous. Donc, n'hésitez pas. Et si vous voulez une étude de votre cas personnalisée, c'est ce qui est proposé ici en physique pour les personnes qui sont venues en physique. Pour ceux qui sont en visio, vous pouvez prendre rendez-vous et puis on pourra en discuter à ce moment-là. N'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.